Le bracelet de l'hôpital était encore à mon poignet quand mon mari m'a annoncé qu'il ne rentrait pas à la maison avec nous. J'étais éveillé depuis 31 heures. J'avais l'impression que mon corps avait été retourné comme un gant et mal recousu. Ma fille avait 4 jours, elle pesait 3,2 kg, et elle dormait contre ma poitrine, enroulée dans la douce couverture jaune que ma mère m'avait envoyée depuis Nice. J'essayais de comprendre comment la tenir tout en signant les papiers de sortie, et je ne cessais de regarder la porte en l'attendant. Il a fini par la franchir, sans se presser. Pas du tout comme on s'attendrait à voir un homme entrer dans une pièce où sa femme et sa fille nouveau-née l'attendaient depuis 40 minutes de plus que leur prévu. Il portait sa veste de costume bleu marine, celle que je lui avais achetée pour son anniversaire, et il était parfaitement coiffé. Je me souviens avoir pensé, avec cette lucidité floue et déconnectée de ceux qui manquent cruellement de sommeil, qu'il sentait le parfum à plein nez. « Salut », a-t-il dit. Il m'a embrassé sur le front. Il a regardé notre fille de la même manière qu'on regarde une œuvre d'art dans un musée, avec intérêt, mais sans aucune émotion. « Le VTC est en bas ?» ai-je demandé. Il s'est assis sur la chaise près de la fenêtre. Il ne l'a pas prise dans ses bras. Il a croisé les jambes et a regardé son téléphone pendant une seconde avant de lever les yeux. « Bon, voilà le truc », a-t-il commencé. Mes parents sont à Paris. Ils ont atterri ce matin, ce qui tombe mal, je sais, mais ils ne m'ont pas vu depuis 4 mois, et ma mère a réussi à réserver une table chez Girafe. Tu sais à quel point c'est impossible d'avoir une table chez Girafe. Je l'ai dévisagé. Ils veulent fêter ça, a-t-il ajouté avec un sourire qui semblait tout justifier. Le nouveau bébé. C'est un grand événement pour eux. Ils veulent fêter l'arrivée du bébé, ai-je répété lentement, sans le bébé. De toute façon, tu as besoin de te reposer. Tu l'as dit toi-même. Tu es épuisé. Il a bougé sur sa chaise. Je me suis dit que tu pourrais prendre un VTC pour rentrer, t'installer, et je serai de retour vers 22h, 23h grand maximum. J'ai baissé les yeux vers ma fille. Elle dormait. Elle ne savait rien. Derrière la fenêtre, le ciel gris et froid de Paris semblait si lointain. Notre voiture, ai-je dit. Celle que j'ai payée. Tu vas prendre cette voiture pour aller chez Girafe, et moi je vais rentrer de la maternité en VTC avec un bébé de 4 jours. Ne fais pas toute une histoire, Camille. C'est à 40 minutes. Le VTC est tout à fait. Il s'est arrêté net. Sors. Quoi? Va à ton dîner. Ma voix est sortie très neutre, très calme. Vas-y. Je vais me débrouiller. Il est parti. Il est vraiment parti. Il a marmonné quelque chose sur le fait que je faisais un drame et qu'on en parlerait plus tard. Puis la porte s'est refermée derrière lui, et je suis resté assis sur ce lit d'hôpital, ma fille sur la poitrine, les papiers de sortie à moitié signés sur la table adaptable, et je n'ai pas pleuré. Je crois que j'étais trop fatigué pour pleurer. Je crois qu'une partie de moi attendait quelque chose d'exactement similaire depuis longtemps, et j'ai presque ressenti un soulagement. J'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie, comme toujours. Mon père a 61 ans, et il n'a jamais laissé un seul de mes appels aller sur messagerie. Je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à comprendre à quel point c'était rare. « Salut, ma chérie », a-t-il dit. « Comment vont mes filles ?» Je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai gardé une voix stable. Je lui ai parlé de la veste, du parfum, de la réservation chez Girafe. Je lui ai parlé du VTC, des 40 minutes de retard, et de la façon dont mon mari avait regardé notre fille comme si elle était dans un musée. Mon père est resté silencieux un instant. « Je suis là dans 20 minutes, a-t-il dit. Il est arrivé en 16 minutes. Il a franchi la porte dans sa tenue de bureau, la cravate desserrée, il a marché droit vers moi, a pris mon visage à 2 mains et m'a regardé comme les pères regardent leurs filles quand ils essaient de garder leur calme. « Ça va aller ?» a-t-il demandé. « Non », ai-je répondu, « mais ça finira par aller. » Il a regardé ma fille pendant un long moment. Il a effleuré sa joue du bout d'un doigt, très doucement. « Oui », a-t-il murmuré, « ça ira. » Il nous a ramenés à la maison dans sa voiture. Il a porté le siège auto. Il n'a pas prononcé un mot sur mon mari pendant tout le trajet, et je ne lui ai rien demandé non plus. Nous avons parlé du prénom de ma fille, Sophie, que mon père adorait depuis le début, et il m'a raconté qu'un oiseau construisait son nid sur son balcon. C'était la conversation la plus normale que j'avais eue en 4 jours. Mon mari s'appelle Julien.
Je l'ai rencontré quand j'avais 27 ans lors d'un séminaire à Lyon, où il animait une conférence sur la stratégie de marque, et j'étais dans le public pour prendre des notes pour l'entreprise de mon père. Il était charmant. Il était drôle. Il m'a invité à prendre un café, puis à dîner, et il a pris un TGV pour Paris 3 semaines plus tard juste pour me voir. J'ai cru que ça signifiait quelque chose. Ce que je n'avais pas encore compris, c'est que Julien était très doué pour les débuts. Il était extraordinaire dans la séduction, et terrible pour tout ce qui venait après. Les signes étaient là. Ils le sont toujours, et je trouvais toujours une excuse. Mon anniversaire passait seul parce qu'il avait un truc avec des collègues qui s'éternisaient. Les fêtes de fin d'année qui étaient toujours bizarrement organisées autour des préférences de sa famille et jamais de la mienne. Sa façon de qualifier l'entreprise de mon père de « petite affaire familiale » avant de rire comme si c'était une blague. Ce n'était pas une blague. Mon père a bâti cette entreprise à partir de rien. Elle est valorisée à 220 millions d'euros, et Julien le savait depuis notre premier mois de relation. Je l'ai vu classer cette information dans sa tête, comme quelque chose dont il pourrait avoir besoin plus tard. J'aurais dû le quitter après la fausse couche. C'est à ça que je reviens toujours. Il y a 18 mois, j'ai perdu un bébé à 11 semaines de grossesse, et Julien était à Cannes pour un congrès. Il a appelé. Il a dit qu'il était désolé. Il n'est pas rentré. Il a dit que ça tombait mal, que j'avais ma mère pas loin, que j'étais forte et que je m'en sortirais. J'ai été forte. J'ai tenu le coup, mais j'ai cessé de lui faire confiance cette semaine-là, et je ne me suis pas autorisé à l'admettre pleinement avant de me retrouver assise dans cette chambre d'hôpital, à le regarder franchir la porte avec sa jolie veste. Mon père est resté jusqu'à ce que ma fille et moi soyons installés. Il a monté le berceau dans la chambre, a commandé à manger au resto thaï du coin que j'aime bien, et s'est assis avec moi pendant que je dînais. Et quand il s'est enfin levé pour partir, il m'a dit très calmement « Je veux que tu appelles Laurent demain. » Laurent est l'avocat d'affaires de mon père. Il s'occupe de tout, l'entreprise, le personnel, les investissements, tout. Papa, ai-je dit. Juste une conversation, a-t-il insisté. Juste pour savoir quelles sont tes options. J'ai appelé Laurent le lendemain matin. Ma fille dormait sur ma poitrine, j'étais assise sur le rebord de la grande fenêtre en regardant la rue en bas, et je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment, puis il m'a demandé de lui laisser 48 heures. Julien est rentré ce soir-là vers minuit. Il sentait le vin et le restaurant. Il est entré dans la chambre, j'étais réveillé, mais j'ai gardé les yeux fermés. Il a regardé sa fille dans le berceau pendant peut-être 30 secondes avant d'aller se coucher. Je suis resté allongé dans le noir, et j'ai repensé à la fausse couche. J'ai repensé à chaque fête, à chaque anniversaire, et à chaque fois que je m'étais convaincu que c'était simplement sa nature, qu'il n'était pas un homme affectueux, que la tendresse ne faisait pas tout. J'ai pensé à ma fille et à ce que je lui enseignerais en restant avec lui. J'ai pensé à mon père, conduisant 16 minutes à travers le centre de Paris en pleine nuit parce que je l'avais appelé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Laurent a rappelé au bout de 36 heures, pas 48. Il a demandé s'il pouvait passer à la maison le lendemain matin, et il m'a demandé si je voulais que mon père soit présent. J'ai dit oui aux deux. Ils sont arrivés ensemble à 9 heures. Mon père a apporté des cafés. Laurent a apporté un porte-document en cuir et cette expression sur son visage que j'avais appris à reconnaître, à force de le voir travailler, et qui signifiait qu'il avait trouvé quelque chose de majeur. Julien dormait encore. Ma fille était dans son berceau. Nous nous sommes assis autour de la table de la salle à manger, Laurent a ouvert son dossier et il a commencé à parler. Il m'a fallu 20 minutes pour comprendre l'ampleur du désastre. Julien avait, au cours de nos 3 ans de mariage, utilisé ma carte de crédit personnelle, pas notre compte joint, ma carte personnelle, celle reliée à un compte antérieur au mariage pour dépenser un peu plus de 60 000 euros. Les prélèvements remontaient à 14 mois. Des hôtels dans des villes où il m'avait dit qu'il n'allait pas, des restaurants, un week-end dans un palace à Deauville dont je ne savais rien, des virements que je n'avais jamais autorisés. Je suis resté de marbre. Mon café a refroidi. Il y avait pire. 2 mois avant notre mariage, Julien avait signé un contrat de consulting avec une filiale de l'entreprise de mon père. Un contrat qui avait été, comme Laurent l'a formulé avec précaution, obtenu sous de faux prétextes. Julien avait facturé pour la gestion d'un portefeuille client qu'il n'avait jamais eu, et facturé des prestations qui n'avaient jamais été réalisées.
Les montants étaient juste assez petits pour passer sous le radar des audits de routine. 14 paiements en 11 mois. Le total était énorme. Il faisait ça avant même qu'on se marie, ai-je soufflé. Oui, a répondu Laurent. J'ai regardé mon père. Il fixait sa tasse de café. Depuis combien de temps tu es au courant, lui ai-je demandé. Laurent a trouvé les factures de l'entreprise il y a 2 jours, a-t-il répondu. Je n'en avais aucune idée. J'ai besoin que tu me croies. Je le croyais. Mon père ne me ment jamais. C'est l'une des rares choses dans ma vie dont je suis absolument certaine. Quelles sont mes options, ai-je demandé à Laurent. Laurent me les a expliquées. Parce que nous avions un contrat de mariage en séparation de biens, mon père avait insisté et Julien l'avait signé avec cette assurance désinvolte que je comprenais maintenant comme celle de quelqu'un qui comptait trouver d'autres moyens de se servir. Mon patrimoine personnel était totalement protégé. L'appartement était à moi. Les comptes étaient à moi. Les parts de l'entreprise m'appartenaient. Julien n'avait aucun droit dessus. La fraude à la carte de crédit et les fausses factures étaient, selon Laurent, une toute autre affaire. Ce n'était pas du droit civil. C'était du pénal. Julien est descendu à 10h15. Il était en t-shirt et en jogging, et il s'est figé au bas de l'escalier quand il a vu mon père et Laurent à table. Et pour la première fois en 3 ans de mariage, je l'ai vu avoir l'air sincèrement déstabilisé. Qu'est-ce ce qui se passe, a-t-il demandé. Mon père l'a regardé. Il n'a pas haussé la voix. Il n'en avait pas besoin. Assieds-toi, Julien, a-t-il dit. Ce dont je me souviens de l'heure qui a suivi, ce ne sont pas les mots précis. Je me souviens de la façon dont l'assurance a lentement quitté le visage de Julien, de la façon dont il a tenté 3 versions différentes pour s'expliquer avant de comprendre que l'heure n'était plus aux explications. Je me souviens de Laurent étalant les documents un par un, très calmement, de la même manière qu'on expliquerait un problème de maths à un élève pris en train de tricher à un examen. Je me souviens de mon mari me regardant et disant, « Camille, enfin, s'il te plaît », avec une voix qui attendait que je vole à son secours. Et je me souviens avoir ressenti, avec une clarté absolue, que c'était terminé. Je ne l'ai pas aidé. Ce qui s'est passé au cours des 2 semaines suivantes est quelque chose que je peux raconter aujourd'hui avec un certain recul, que je n'aurais jamais pu avoir pendant que je le vivais. Le contrat de mariage a été activé. Laurent a déposé les papiers en moins de 24 heures. Julien a reçu une notification officielle lui donnant 7 jours pour quitter les lieux, l'informant que son accès à tout compte lié à mon nom avait été révoqué, et que la carte American Express qu'il utilisait pour financer sa double vie avait été signalée à la banque. Il n'a pas accepté ça en silence. Il m'a appelé 11 fois le premier jour. Il a laissé des messages vocaux qui commençaient par des excuses pour finir par prendre des tons très différents, jusqu'à atterrir sur des propos que je qualifierais de menaçants. L'équipe de sécurité privée de mon père, oui, mon père a une équipe de sécurité, et je n'ai jamais été aussi reconnaissante de toute ma vie à documenter chaque appel. Le 4e jour, Julien a essayé d'utiliser une carte de crédit dans un grand hôtel parisien. Elle a été refusée. Il m'a appelé pour ça aussi. Le 6e jour, il s'est pointé à la maison avec un sac de voyage et un discours visiblement préparé sur le fait que notre fille avait besoin de son père, que je réagissais sous le coup de l'émotion et qu'on pouvait surmonter ça. Il s'est tenu sur le palier et a débité ce discours devant la porte close, parce que Laurent m'avait conseillé de ne pas interagir directement, et je suivais ce conseil à la lettre. Il a quitté l'appartement le 7e jour. Il ne l'a pas fait en silence, mais il est parti. La plainte au pénal a été déposée la semaine suivante. La fraude à la carte de crédit était simple à prouver. Les preuves étaient claires et les montants étaient importants. Les fausses factures ont pris un peu plus de temps à consolider, mais Laurent est méticuleux et patient, et Julien n'avait pas été assez prudent. Il avait supposé, je crois, que personne n'irait jamais vérifier. Les gens qui se croient les plus intelligents dans une pièce font presque toujours cette erreur. Il a été mis en examen sur les 2 chefs d'accusation. Son avocat a appelé Laurent 4 fois pour essayer de négocier. Laurent n'était pas particulièrement intéressé par les négociations. Ma fille avait 3 semaines le jour où Julien a été formellement inculpé. J'étais assise dans la cuisine en train de lui donner le biberon quand mon téléphone a vibré, un SMS de Laurent. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai regardé le visage de ma fille. Elle a mes yeux. Mon père l'a dit le premier jour, et tous ceux qui la rencontrent disent la même chose. Elle a mes yeux, le front de ma mère, et elle fait un petit bruit quand elle mange qui est le son le plus pur de contentement que j'ai jamais entendu de la part d'un être vivant.
J'ai repensé à la femme que j'étais il y a 3 ans, assise dans le public d'un séminaire à Lyon, prenant des notes sur la stratégie de marque, persuadée qu'un homme qui traversait le pays pour me voir m'aimait forcément. Je ne pense pas qu'elle était stupide. Je pense qu'elle était juste naïve d'une certaine façon, et qu'elle n'avait pas encore appris que les gens qui viennent vous chercher ne viennent pas toujours avec de bonnes intentions. Parfois, ils viennent parce qu'ils vous ont observé et ont décidé que vous étiez une proie intéressante. Je l'ai appris. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. Mon père est passé ce soir-là. Il a apporté des courses, comme il le faisait 2 fois par semaine depuis mon retour de la maternité. Il est resté avec Sophie pendant que je mangeais un vrai dîner à table pour la première fois depuis des semaines. Ensuite, on s'est assis sur le canapé pour regarder un documentaire sur Arte sur les parcs nationaux, et il s'est endormi avant la deuxième partie, comme toujours. Je l'ai regardé dormir dans mon salon, cet homme de 61 ans qui avait tout laissé tomber pour rouler vers un hôpital en 16 minutes, qui s'était assis face à mon mari pour lui dire ses 4 vérités sans élever la voix, qui apportait des courses 2 fois par semaine sans qu'on le lui demande. Et j'ai pensé, c'est à ça que ressemble vraiment l'amour. Pas à la veste de costume, ni au parfum, ni à la réservation de restaurant. L'amour, c'est ça, être présent, et rester. Sophie a fait son petit bruit de satisfaction dans son berceau de l'autre côté de la pièce, même si elle ne mangeait pas. Elle le fait parfois, comme pour s'entraîner. Je lui ai dit doucement que tout irait bien pour elle, et pour nous deux. Elle m'a regardé avec mes propres yeux, et j'y ai cru. Le procès a eu lieu 8 mois plus tard. Je ne vais pas vous raconter chaque jour de l'audience. Certaines choses méritent de rester privées, et j'ai gagné le droit de les garder pour moi. Ce que je vous dirai, c'est que Julien était assis de l'autre côté du tribunal, et j'ai regardé son avocat essayer de construire une version des faits où il apparaissait comme une victime, et j'ai regardé Laurent démolir cette version avec la patience et la précision de quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans. Le tribunal a délibéré en moins d'une journée. J'étais dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience quand le verdict est tombé. J'avais mon père d'un côté et ma meilleure amie Chloé de l'autre. Et quand Laurent a passé la porte et m'a regardé, j'ai compris avant même qu'il ne prononce un mot. Mon père a posé sa main sur mon épaule. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Je suis rentré chez moi. J'ai récupéré ma fille chez la mère de Chloé qui la gardait. Je l'ai portée jusqu'à l'appartement, je me suis tenu près de la fenêtre en regardant Paris, et j'ai pensé à toutes les versions de ma vie qui avaient existé dans l'espace entre ce séminaire à Lyon et cet instant précis, et j'ai essayé de les accepter sans me juger. Le ciel de la ville s'illuminait d'or et de gris en ce début de soirée. Sophie dormait dans mes bras. L'appartement était silencieux, mais d'un silence qui ressemblait à quelque chose que j'avais bâti, plutôt qu'à quelque chose que j'avais subi. Il existe une version de cette histoire qui se concentre sur ce que Julien m'a volé, l'argent, les années, l'avenir que je m'étais imaginé. Je comprends pourquoi quelqu'un voudrait raconter cette version-là. Mais ce n'est pas l'histoire que je retiens. L'histoire que je retiens, c'est celle de mon père arrivant en 16 minutes. L'histoire que je retiens, c'est celle de Laurent ouvrant son porte-documents sur la table de ma salle à manger et m'expliquant avec calme et précision exactement ce à quoi j'avais droit. L'histoire que je retiens, c'est le visage de ma fille, la façon dont elle me regarde quand elle vient de se réveiller et qu'elle me voit pencher sur elle, et que toute son expression se transforme en un sentiment que je ne peux décrire que comme de la reconnaissance. Toi. Je te connais. Je suis en sécurité. Quelqu'un qui avait de bonnes intentions m'a dit un jour que j'avais fait confiance à la mauvaise personne, que j'aurais dû être plus prudente, qu'une femme dans ma position, avec l'argent de ma famille, le nom de ma famille, aurait dû être plus méfiante. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que la leçon de cette histoire soit de faire moins confiance. Je pense que la leçon, c'est de prêter attention à ce que font les gens quand ça leur coûte quelque chose. N'importe qui peut être charmant dans une salle de conférence à Lyon. La vraie question, c'est ce qu'ils font à minuit quand vous êtes épuisé, vulnérable, et que vous avez juste besoin que quelqu'un rentre à la maison. La question, c'est de savoir qui décroche à la deuxième sonnerie. Je connais la réponse à cette question maintenant. Une part de moi la connaissait depuis très longtemps. J'ai juste fini par arrêter de faire semblant de ne pas savoir. Sophie a 10 mois au moment où j'écris ces lignes. Elle a appris à se hisser sur le bord de la table basse, elle trouve ça absolument hilarant, et elle me cherche du regard à chaque fois pour s'assurer que je la regarde. Je la regarde toujours. Je la regarderai toujours. Mon père vient le dimanche. Il apporte du café, des courses, et parfois un livre qu'il pense que j'aimerais.
Il s'endort sur le canapé avant la deuxième partie du documentaire qu'on a mis à la télé. Et je m'assieds près de lui dans le silence, et je me sens comme la personne la plus chanceuse que je connaisse. Pas à cause de l'argent. Pas parce que le procès s'est terminé comme il l'a fait. Mais parce qu'il y a des gens dans ma vie qui sont présents sans qu'on le leur demande, qui conduisent 16 minutes en tenue de bureau sans un seul mot de plainte, et qui regardent ma fille comme si elle était la chose la plus importante au monde. Ce n'est pas un détail. C'est, en réalité, tout ce qui compte.